Allez, allons-y. Bonjour à tous, bienvenue à cette session des Tech Days, où on va parler du SQL Server et du monde des développeurs. Peut-être d'abord nous présenter. Donc, je suis Jean-Pierre Riel, je suis MVP SQL Server et je m'occupe de la practice SQL dans la société Azeo. Et Hugues Moore, qui m'accompagne. Donc moi je suis architecte logiciel au sein de la practice BU Dev Azeo. Voilà. Et une petite acquaintance avec BizTalk, je crois. Oui, plus spécialisé dans l'expertise BizTalk. Avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, avec les quelques retardataires arrivent à la session. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste la petite parenthèse, la petite minute promo, où évidemment on va vous parler un peu de notre société, juste pour vous situer. Donc Azeo, pour faire simple, un pure player Microsoft, on ne fait que du Microsoft, on intervient sur l'ensemble de la plateforme Microsoft, aussi bien de l'infra, Windows Server, que du dev. Ça va jusqu'à BizTalk, SQL Server, SharePoint, etc., etc. Azure, Intune, Office 365. Je pourrais tous les citer. Gold Partner. Voilà. Je pense que tout est dit, qu'on va refermer cette parenthèse et rentrer plutôt dans le contenu et dans le sujet pour lequel vous êtes venus, à savoir parler de SQL Server et des développeurs. Alors, avant de démarrer, juste, je voudrais bien repréciser le sujet et ce qu'on va présenter dans cette session. L'objectif vraiment qu'on s'est fixé, et le but qui est pour cette session, c'est de pointer les intérêts d'utiliser SQL Server dans un projet de développement. Pourquoi? On rencontre encore aujourd'hui des gens, des équipes de développement, des sociétés qui ne croient pas à la base de données dans les applications. Qui pensent que la base de données, bon, ça ne sert pas à grand chose, c'est pour le reporting ou le data warehouse. Pour nos applications, on n'en a pas besoin. Donc l'objectif, c'est de discuter. Donc on a vraiment essayé de faire cette session assez ludique et d'aborder un petit peu toutes les problématiques qu'on a avec la gestion des données dans une application pour essayer de vous convaincre, de convaincre les gens que SQL Server, et plus généralement la base de données, est un sujet important, voire incontournable dans une application. Alors les sujets qu'on va aborder, évidemment, pourquoi une base de données, on va revenir un petit peu sur les fondements de la base de données. On parlera de modélisation, l'importance de la modélisation, c'est bien d'avoir une base de données, mais il faut encore qu'elle soit bien modélisée. On parlera un petit peu de requêtage, et évidemment d'indexation, mais j'en parlerai plus tout à l'heure, d'accès aux données, et je finirai par la sécurité. L'objectif, c'est de vous donner, alors pas vraiment des bonnes pratiques, mais de discuter de certaines problématiques que, en tant qu'expert en base de données, je rencontre très souvent dans les projets ou chez les clients, c'est de faire un petit retour aussi sur des choses à ne pas faire, des choses sur lesquelles il faut être vigilant, des points d'attention qu'on peut avoir. Donc ça sera un petit peu sous la forme de bonnes pratiques, d'idées reçues, qu'on pourra faire ça. L'objectif, c'est vraiment de vous dire que la base de données, c'est pas sorcier. On va démarrer avec pourquoi une base de données. Alors j'ai essayé, évidemment c'est pas exhaustif, de lister un petit peu tous les éléments qu'on entend dans les équipes de développement, qu'on entend auprès des étudiants, des jeunes développeurs, qui sont les contre. Voilà, je suis contre la base de données parce que la première chose, c'est il faut installer un serveur. C'est compliqué, je dois avoir un serveur accessible et toutes mes applications doivent pointer dessus. Évidemment, qui dit serveur dit administration. Moi, je suis un développeur, je suis pas un IT pro. L'administration, c'est pas mon truc. Créer des comptes, mettre de la sécurité, etc. C'est pas mon truc. C'est compliqué. Voilà. SQL Server, la base de données, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est plus compliqué ou moins compliqué que .NET, que Azure, que C#, que VB? La question reste posée, mais c'est souvent quelque chose qu'on nous remonte. Aussi des puristes du code objet. Moi, il n'y a que le code objet que je veux faire des relations, de l'héritage, je veux travailler avec des classes abstraites et des choses comme ça. Il y a un petit peu de place devant si vous voulez. Ce sera un peu mieux devant, il y a quelques places ici. Donc souvent, on entend des gens qui sont très focalisés sur le développement objet, donc qui, pour eux, le code, ça passe forcément par une classe et une instanciation de classe, et pas par autre chose. Et donc forcément, la base de données, c'est un monde qui est totalement étranger à cette population. L'important, c'est mon application. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est les interfaces, c'est pour l'utilisateur, c'est tous les trucs que je vais lui mettre qui vont clignoter quand je vais appuyer sur un bouton, les animations qu'on peut avoir, etc. Après, le reste, je m'en fiche un petit peu. Ou je ferai de l'abstraction.
Bon, la base de données, de toute façon, moi, on m'a appris que dans la modélisation, quand je faisais une application, à vrai dire que les données soient sur disque, ailleurs, etc. Je fais une abstraction. Mon application, à la rigueur, ne sait pas où est les données, où sont les données, et bref, on verra plus tard où il y aura quelqu'un d'autre qui s'en occupera par la suite. Excuse-moi Jean-Pierre, je t'interromps. Moi, en tant que développeur, qu'est-ce qui m'empêche finalement de développer mon propre système de stockage de données? Pour mon application, j'ai éventuellement pas d'énormes besoins, j'ai simplement besoin de stocker des données. Pourquoi j'implémente pas mon propre système dans des fichiers plats par exemple? Alors, en effet, si je noircis le trait, on peut se dire, bah ouais, pourquoi faire une base de données? En effet, fichier plat, pourquoi pas? Bah, je vais mettre tout dans des fichiers plats. Comme ça, je n'utilise que le disque qu'on a dans tout système et je vais pouvoir stocker mes informations. Mais effectivement, donc c'est bien, hein, on va pouvoir enregistrer l'information. Donc on va pouvoir stocker cette information, mais il y a plein d'autres éléments sur lesquels il faut forcément penser. C'est que notre application, on peut très bien avoir des accès multiples, donc déjà on peut avoir plusieurs applications qui ont besoin d'accéder à la même donnée. Si par exemple tu fais un annuaire ou quelque chose de centralisé, tu peux avoir plusieurs applications qui vont accéder à la même donnée. Donc il va falloir que tu implémentes ça avec ton système de fichiers. Les accès concurrents, donc dans mon application, hein, de plus en plus nos applications sont asynchrones, il y en a un petit peu dans tous les sens. En effet, les interfaces nous permettent de faire ça, mais derrière il faut gérer le fait qu'on peut avoir au sein d'une même application des écritures en parallèle, donc ça il va falloir le gérer, et basiquement quand on fait un file.write, c'est assez exclusif, donc il va falloir gérer aussi tout ce parallélisme qu'on va avoir dedans. L'intégrité. En effet, hein, je ne connais pas une seule application qui n'a pas de dépendance entre des objets. Hein. Par exemple, quand je fais des ventes, bah, il faut bien que j'ai mon produit avant, il faut bien que j'ai mon client qui dépende de ça. Et il faut gérer un petit peu la dépendance qu'on a sur les objets. Donc il y a plein de règles à faire, etc. Et en effet, encore une fois, si je me mets très basiquement avec un système de fichiers, bah, il va falloir que j'implémente la gestion de tout ça. Autre élément, et ça c'est une réalité d'aujourd'hui, quand on fait une application, alors certes, quand on démarre, il y a très peu de données. Mais je connais personne qui fait un business plan en se disant « moi, je vais me limiter à 10, 15 clients, j'irai pas plus ». Non, maintenant, l'objectif, c'est, vous faites une application sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tout de suite, vous avez des millions de clients, des millions d'utilisateurs, donc des millions de données. Et votre unité de valeur, ça va plus être quelques octets, quelques kilo-octets, quelques mégaoctets, mais ça va plutôt être quelques téraoctets, voire même un petit peu plus si vous avez la chance d'avoir le même succès qu'un certain Mark Zuckerberg. Donc cette volumétrie, il va falloir la gérer. Encore une fois, on peut se dire, bah oui, écrire sur un fichier, c'est super simple. J'ai tout dans le framework qui me permet de le faire. Maintenant, est-ce que ces API sont suffisamment performants pour pouvoir gérer un volume aussi énorme? Voire même, est-ce que mon système de fichiers est assez performant pour avoir ce volume assez énorme? Et l'autre élément, c'est la disponibilité. En effet, l'objectif d'une application, de la plupart de nos applications, c'est de plus en plus de faire du 24/7. Ce qu'on appelle, je vous l'ai mis dans les mots-clés en dessous, du mission critical. L'objectif, c'est que mon application, elle tourne en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, évidemment avec de la reprise sur incident. Hein, il faut que, si jamais il y a un problème sur le disque qui héberge les données, ben, il ne faut pas que mon site de vente, imaginez-vous, vous êtes sur Amazon, vous avez une jolie erreur qui dit « désolé, le disque est plein, je ne peux plus travailler ». Donc on parle de millions de clients et l'objectif c'est de pouvoir gérer ça et de faire de la reprise sur incident et de faire de la haute disponibilité. Donc encore une fois, ok, on se passe d'une base de données, donc on doit développer notre propre système de gestion de stockage. Est-ce qu'on pense à ça? Donc on se dit, oh c'est facile, j'ai juste à écrire de l'information, mais en effet il y a tous ces éléments à faire ça. Donc je vous ai mis quelques mots-clés. RTO, RPO, c'est les reprises sur incident, c'est des critères que vous avez notamment dans les systèmes bancaires. On va vous demander quand vous livrez une application de faire un PRA, un plan de reprise d'activité, où votre application doit revenir, donc c'est des termes qu'on peut avoir. Le mot-clé acide, quelque chose qu'on a énormément dans la gestion des données. Donc ACID, c'est tout ce qui va vraiment gérer l'intégrité et la cohérence des données, donc pour atomique, cohérent, isolé et durable. Je ne rentre pas dans le détail, on y reviendra peut-être tout à l'heure si on a un petit peu de temps. Mais tout ça, c'est des choses qu'il va falloir gérer et c'est pour ça qu'on va utiliser une base de données pour nous le gérer. En plus, en architecture de SI, donc là quand on relève un petit peu la tête, donc c'est bien beau, on développe, on est dans son application avec son Visual Studio, c'est bien, on fait F5, le point .exe démarre et on pourrait se limiter à ça. Sauf que après, cette application va rentrer dans un système d'information, avec toutes les contraintes de système d'information qu'on peut avoir. La base de données est une brique incontournable qu'on trouve dans les systèmes d'information. Alors, quelques faits, je vous ai mis
Évidemment, j'en avais d'autres, mais pour illustrer un petit peu l'importance de la base de données et de SQL Server, en particulier dans les systèmes d'information, il y a 11 millions de licences SQL Server déployées. Hein, donc évidemment, certaines gèrent quelques gigaoctets, mais d'autres vont gérer quelques téraoctets. Je crois que je l'ai mis plus loin dans les slides, mais actuellement, il y a un record qui a été battu. Là, c'est 600 téraoctets de données pour un data warehouse avec SQL Server. Et c'est le numéro 2 en part de marché. Donc si SQL Server est le numéro 2, vous avez forcément un numéro 1, mais aussi un numéro 3, un numéro 4. Donc les bases de données sont archi présentes dans les systèmes d'information. Pourquoi? Il n'y a pas de hasard. Est-ce que c'est parce que les gens se sont dit je peux me passer d'une base de données et les admins ont forcé à utiliser une base de données? Non, c'est tout simplement qu'elle répond à toutes les problématiques qu'on a vues juste avant. Si on revient sur ce qu'est une base de données, je vais essayer de la résumer pour qu'on puisse après faire quelques démos et pointer des points importants de la base de données. Si je dois résumer une base de données, on pourrait tout simplement, et c'est d'ailleurs pourquoi on a fait l'analogie avec un système de fichiers, c'est tout simplement des tables. Alors une table, c'est simple, c'est des lignes, des colonnes. On ne fait pas plus simple, on parle bien de données structurées, des lignes, des colonnes, et des relations entre ces tables. Je parlais tout à l'heure de dépendance d'objets, c'est les relations qu'on met entre les tables. Évidemment, il y a tout un tas de contraintes. L'idée n'est pas de vous faire un cours sur les contraintes de base de données, mais on peut parler d'intégrité référentielle, de contraintes de nullabilité des éléments, etc. Donc il y a tout un tas de contraintes qui garantissent des informations sur mes données. Donc stockage ligne colonne et derrière des contraintes pour faire ça. Et donc on parle bien de SGBD-R, vous avez certainement entendu cet acronyme, ou RDBMS pour la version anglaise. Le R étant bien pour relationnel. C'est quoi une base de données aussi? Donc c'est bien beau, on a le stockage, on a nos éléments avec toute l'intégrité qui va bien. Derrière, il me faut aussi du processing pour pouvoir traiter toutes mes requêtes qui arrivent en parallèle sur ma base de données. Et le dernier point, c'est le stockage, c'est qu'il faut bien stocker ça sur disque. Je vous ai dit qu'il y avait la reprise sur incident qui était important ou des choses comme ça. J'avais bien que je parlais des fameux 600 Tera sur SQL Server. Donc il nous faut bien du stockage pour stocker ça. Alors évidemment, c'est bien un système de fichiers. On est bien d'accord, les données sont bien stockées sur disque, dans des fichiers. Donc on pourrait se dire, donc finalement j'avais raison avec mon système de fichiers. Bon, sauf qu'il y a quelques milliers de développeurs qui travaillent depuis plusieurs dizaines d'années pour traiter toutes les problématiques qu'on a pu voir avant. Un petit point important sur la base de données, il y a un point important, c'est ce qu'on appelle les IOPS, donc IO par seconde, les entrées-sorties. C'est une métrique super importante en base de données, parce que quand vous avez 600 téraoctets de données à gérer, en fait, vous avez une mesure, c'est la rapidité de votre stockage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez certainement entendu parler de bêtises, de choses comme ça, donc c'est évidemment un critère purement matériel, mais c'est quelque chose d'assez important qu'on retrouve dans toutes les préconisations qu'on a quand on travaille avec de la base de données. On va en reparler un petit peu dans le requêtage et dans l'indexation. D'autres systèmes de base de données? Je crois savoir que tu m'as parlé de NoSQL juste avant la session. Oui, justement, j'ai entendu parler de certaines bases de données dites NoSQL. Apparemment, je pourrais éviter de faire du SQL si j'ai envie de stocker des données quelque part, d'utiliser un système d'accès aux données. C'est ce que j'ai cru comprendre. En effet. On peut se dire, mais bon, les bases de données, est-ce que c'est forcément du SGBD-R? Est-ce que c'est forcément, comme j'ai dit, des lignes et des colonnes, donc des données structurées? Alors, en effet, il y a des systèmes alternatifs. Alors, pour les plus anciens d'entre vous, je ne vais dire personne, mais il y a eu toute une mode sur les bases de données objets, SGBD-O, où en fait on pensait qu'on pouvait stocker des objets et non pas des relations avec des lignes, des colonnes et des relations entre les tables. Donc c'est passé, on est bien revenu sur les GBDR, et en ce moment, beaucoup de gens parlent de NoSQL. Alors qu'est-ce que c'est NoSQL? Ça ne veut pas dire pas de SQL. On n'est pas dans un concept où on s'abstrait complètement de SQL Server, ou de SQL tout court. Ça veut bien dire not only SQL. Donc à quoi ça sert? Tout simplement, ça va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle des données, de stocker des données non structurées. Vous avez certainement entendu parler, un autre buzzword qui va avec NoSQL, c'est le big data, qui est quelque chose qui est très à la mode et dont on parle beaucoup. Le big data, c'est justement comment stocker des gros volumes de données non structurées. C'est un des points essentiels du NoSQL et du big data, on parle bien de données non structurées, avec un schéma flexible. On pourrait dire, mais c'est génial.
Donc à ce moment-là, j'ai plus besoin d'avoir des formats en ligne colonne, je peux stocker tout et n'importe quoi de cette façon, ça va bien marcher. Alors il y a quelques contraintes qui, j'espère, dans les années à venir, seront levées, mais il y a encore quelques contraintes. C'est pas transactionnel. Il n'y a pas de transaction. Alors souvent on parle de eventually consistent. C'est-à-dire que bon, ça sera cohérent, hein, mes données entre elles, hein, entre mes ventes et mes clients, par exemple. Ça sera consistant, bon, si jamais le système a réussi à faire l'enregistrement. Mais bon, si je passe entre-temps, ça sera peut-être pas sûr que j'ai le lien à ce niveau-là. Donc on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas transactionnel. Actuellement, les systèmes NoSQL respectent très peu la norme ACID, hein, dont je parlais tout à l'heure. Donc la cohérence non garantie, hein, c'est ce que je vous disais. Vu qu'on n'a pas de transaction, forcément, c'est difficile de garantir une cohérence. Imaginez votre système bancaire placé sur ce type de système. Hein. Vous allez peut-être avoir votre virement bancaire dans la journée, on ne sait pas. Le requêtage est très complexe. Quand on regarde des projets Hadoop, donc des projets Big Data en termes de requêtage, on a un langage type SQL, mais qui pour l'instant est très pauvre et très complexe à utiliser. Donc on a un outil qui est difficile à mettre en place. Pour une phrase qui vient pas de moi, mais qui vient vraiment d'un client qui travaille sur de la Hadoop, ce qu'il me disait, c'est simple, hein, on est revenu 10 ans en arrière. Voilà, donc 10 ans et encore, je pense qu'il voulait dire 20, mais imaginez-vous les outils qu'on avait il y a une dizaine d'années, voire il y a 15 ans, hein, donc des Visual Studio. Vous voyez le pas qu'on a fait maintenant, imaginez de faire le pas arrière sur des systèmes de base de données. Hein. Donc c'est un des soucis qu'on a actuellement sur le NoSQL. Pour résumer, juste retenez bien, NoSQL, pour le Not Only SQL, c'est vraiment un changement de paradigme. On n'est pas sur le même monde. On ne veut pas de la base des données relationnelles et on va garantir la transactionnalité des informations, la cohérence des informations. On est sur quelque chose de beaucoup plus souple qui va gérer évidemment des beaucoup plus gros volumes, mais qui est bien sûr, hein, on n'a rien sans rien. Hein, ça se saurait s'il y avait un système qui arrivait qui révolutionne tout d'un coup. Juste un petit détail, et je vous les ai mis en dessous. Les petits mots sur Hadoop et Parallel Data Warehouse. Donc Hadoop, c'est une implémentation du Big Data. Hein. Le Big Data, c'est quand on a beaucoup de données non structurées. Donc c'est une implémentation qui est actuellement en CTP, je crois. Donc elle est supportée par Microsoft. Microsoft va fournir son implémentation d'Hadoop directement sur Azure. Donc vous allez pouvoir faire du NoSQL en environnement Microsoft. Et Hadoop s'oppose, de l'autre côté, à ce qu'on appelle, alors on a un peu avancé sur le domaine des SGBDR, on a rajouté un P dans l'histoire pour parallèle. Hein, donc l'idée, on a un outil qui s'appelle Parallel Data Warehouse, PDW, pardon, je ne sais pas pourquoi je voulais rajouter un H. Donc pour le Big Data, c'est une implémentation, c'est une version un petit peu spécifique de SQL Server, la base de données de Microsoft, qui va nous permettre de faire des bases de données parallèles. Donc de gérer, c'est ce qui permet justement de gérer des volumes comme 600 téraoctets de données et de pouvoir le gérer avec des performances qui sont de la milliseconde pour les requêtes. Je pense que ça répond un peu à tes interrogations sur NoSQL. Oui. Donc on a défini, alors j'espère que je vous ai convaincu, que vous pensez tous qu'il faut partir sur une base de données pour stocker les données de vos informations. Donc l'idée maintenant, c'est comment on modélise tout ça. Hein. Alors, avant de démarrer, le petit retour à l'école. Alors c'est peut-être tout proche ou très loin pour vous, mais souvent on nous apprend les fameuses formes normales. Les 1NF, 2NF, 3NF, et on nous dit pour faire une bonne base de données, il faut qu'on soit en troisième forme normale, ou en 2,5, il y en a encore plein d'autres. Hein. Vous allez sur Wikipédia, vous avez toute une sorte de forme normale. Qu'est-ce que c'est? Alors l'idée, c'est de l'illustrer un petit peu avec une démo. Donc ce que j'ai fait, c'est que je t'ai demandé de modéliser. Est-ce que c'est bien le 3? C'est le 1. C'est le 1, perdu. Je t'ai demandé de modéliser, donc l'idée, le cas métier qu'on a, le blanc, ça réveille hein, d'un coup. Oui. Donc l'idée c'était de modéliser une base de contacts, c'est ça? Donc en fait, moi j'ai une petite application toute bête à faire pour stocker les contacts des contacts d'entreprise. Donc j'ai vraiment fait très simple, j'ai besoin de stocker tout simplement les données de mes contacts, en gros le nom d'un contact et son adresse. Donc l'adresse de sa société. Donc j'ai fait une seule table dans ma base de données, finalement j'ai besoin de ça, c'est tout. Le petit souci, c'est qu'évidemment que je me suis rendu compte qu'en insérant des datas dedans, que je répliquais plusieurs fois les mêmes données. Typiquement, mon adresse, j'ai inséré Jean-Pierre Riel et Hugues Moore qui ont la même adresse de société. Donc je me retrouve avec à insérer 2 fois 54 avenue du Général Leclerc à Boulogne-Billancourt en France.
Donc c'est un petit peu gênant. C'est là que peut-être tu peux nous parler. D'accord. Et donc, je crois que tu avais commencé une nouvelle modélisation pour faire ça. Alors justement, Donc l'idée, c'est l'idée étant de de normaliser, normaliser notre voilà. base de données. L'idée étant de normaliser notre base de données, je t'ai pris au mot et puis j'ai créé une base un petit peu plus normalisée. Donc évidemment, j'ai splitté, j'ai sorti de mes adresses dans une nouvelle table et j'ai fait une dépendance entre les deux. J'ai une table contact et une table adresse. Alors là, super, je deviens un fan de la normalisation et je continue. Donc j'étais encore plus loin et je me suis dit finalement pourquoi stocker 2 fois France, 2 fois Boulogne-Billancourt dans ma base. Donc j'ai été encore plus loin, j'ai encore plus normalisé ma base de données. Donc j'ai sorti également dans une nouvelle table mes villes, j'ai sorti mes pays. Et puis je me suis dit bah je vais pas m'arrêter là, j'ai pas forcément envie, j'ai une nouvelle idée, je vais encore plus normaliser ma base. Je me dis que mes villes et mes pays, bon ici dans le cas présent évidemment un peu simple, c'est simplement une chaîne de caractères, le nom de mon pays et le nom de ma ville. Donc j'ai pris la décision finalement de merger tout ça dans une seule table que j'ai appelée, que j'ai appelée texte finalement, avec une table de lien entre mes adresses et ma table de texte. Ce qui fait que finalement, avec ce modèle-là, bon évidemment j'ai un petit typecode ici qui me permet de savoir si je parle d'un nom de pays ou d'un nom de ville. Avec ce système-là, bon, je trouve ça assez pratique. Le jour où j'aurai des évolutions, peut-être des nouvelles informations à rajouter sur ma table adresse, j'aurai juste un nouveau code à rajouter dans ma table links et puis voilà. D'accord. Alors si je suis un peu la logique que tu as pris, donc tu as normalisé à chaque fois un petit peu plus, mais à vrai dire, tu aurais pu ne pas t'arrêter là et finalement avoir une grosse table qui contient juste des types, des textes et des choses comme ça et faire que des liens. Et là, justement, c'est pour ça que moi j'ai un regard, c'est que sur cette dernière modélisation, pour moi, autant le dire tout de suite, on est vraiment sur de l'over-normalisation. Là, on a vraiment, t'as tiré la normalisation vraiment à ses limites, parce que on va avoir un modèle qui va pas être utilisable par les applications. Ce modèle, il a un nom. Hein, en général, on appelle ça le key value property ou le property value. Enfin, il en a plusieurs en fonction de l'entreprise. Malheureusement, on le voit trop souvent. Et il y a un énorme souci. D'ailleurs, je crois que on peut regarder, c'est que si je dois requêter des informations dedans, on peut voir les requêtes en fait en fonction des différents niveaux de normalisation. Alors justement, donc tout simplement, on veut sélectionner les contacts. Hein. Voilà. Donc dans mon cas tout à l'heure, quand j'avais une seule table contact. Évidemment, bon, ma requête pour récupérer mes 2 contacts était un simple select dans la table contact, une ligne. Voilà, je récupérais mes deux contacts. Dans mon deuxième modèle, j'ai dû rajouter une jointure sur la table adresse pour avoir les mêmes informations. Et dans mon troisième modèle, 2 nouvelles jointures sur la table ville et sur la table pays. Bon, on voit que plus ça va, plus la requête se complexifie. Exact. Mais elle reste lisible. Puisque bon, j'arrive quand même à voir que je récupère des infos dans ma table contact, dans ma table adresse, ville, pays. Et puis dans le dernier cas, le dernier diagramme que je vous ai montré, là j'ai essayé d'écrire ma requête et j'avoue que j'ai un petit peu lutté parce que voilà ce que ça a donné. Pour avoir le même résultat, pour avoir mes 2 contacts, j'ai dû spécifier tout un tas de jointures pas très claires sur des tables qui en plus portent des noms un peu obscurs comme texte et link. Alors, en effet, avec le requêtage, on voit une des limitations de ce type de modèle, c'est que on perd en fait le type de la relation. La relation en elle-même, le fait de savoir que j'étais entre une adresse et une ville, porte une information, c'est-à-dire que c'est la relation adresse-ville. Là, le fait d'avoir normalisé à outrance et d'avoir dit, bon, bah, finalement, des villes et des pays, c'est que des champs de texte, on perd cette information. Alors, on est obligé de la mettre, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs ce fameux typecode, et on est obligé de transformer en fait quelque chose qui était structurel dans notre modèle, qui était la relation entre ville et adresse, en quelque chose de textuel. Donc, on voit bien qu'on a ici le texte ville qui est utilisé. Alors là encore, c'est assez clair, on voit bien qu'on parle des villes, mais dans certains modèles, on a carrément un GUID ou un int ou quelque chose qui est pas forcément lisible. Donc là, on est vraiment sur trop de normalisation et on voit que ce qu'on perd quand on normalise, c'est le requêtage. Le requêtage devient de plus en plus complexe. Alors, sans rentrer dans le détail des requêtes qui sont là, hein, dans le détail de ce qu'est une jointure, etc., ce qu'il faut retenir, c'est que quand on dénormalise à outrance, donc là, le premier modèle qui avait une seule table, on est avec une ligne pour la requête. La même chose ultra normalisée de l'autre côté, on est à, je sais pas, je dirais une petite dizaine.
Donc comment choisir l'un ou l'autre? Comment savoir? Parce que finalement, quand j'arrive et que je te dis ce modèle n'est pas bien, c'est bah oui, mais où est-ce qu'on doit s'arrêter? Ben, globalement, le choix va être guidé en fonction des usages et des contraintes. Pourquoi on normalise? Souvent, c'est parce que, d'un point de vue développement, dans notre application, on va simplifier les éléments. Je vais prendre juste un exemple. Imaginez qu'on garde le premier modèle. Donc, on a une seule table qui contient tout. Admettons que la société Azeo change d'adresse. Ben, s'il y a 200 employés, je suis obligé de changer 200 lignes. Alors que dans le modèle tout au bout, ben, finalement, j'ai juste à changer le texte numéro 282 en disant que c'est plus Boulogne, mais c'est Paris, par exemple. Hein. Donc vous voyez que vraiment la frontière va être là, va être dans l'utilisabilité, et souvent guidée par votre application, de la base de données. Et encore une fois, imaginez tout simplement une jauge. Hein, plus vous allez dénormaliser, plus vous allez simplifier certaines problématiques, plus vous allez normaliser, plus vous allez en simplifier d'autres. Le tout, c'est de trouver le bon curseur. Alors, à retenir, sachez que trop normaliser va vous entraîner des problèmes de requêtage. Et pour anticiper un petit peu sur la partie requêtage qu'on verra tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre base va être normalisée, plus il va y avoir des problèmes de performance au niveau des requêtes. Trop dénormalisé va entraîner des problèmes de mise à jour. C'est ce que je vous disais. Si vous avez une seule table qui contient 400 champs avec toutes les données de votre entreprise, forcément, c'est un petit peu plus dur pour aller modifier, surtout quand vous avez des modifications de masse. Et donc, à retenir, modéliser pour répondre à votre besoin applicatif, à votre besoin de développement, à votre besoin métier, et pas forcément en fonction de règles. Hein. Trop souvent, on entend... j'ai fait comme ça parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse une boy code Yurdon forme normale, ce qui veut rien dire. Alors ok, faut bien apprendre un petit peu au début, mais en fait, choisissez le bon niveau en fonction de vos besoins, en fonction de l'applicatif. Un petit mot sur les relations, peut-être. Donc on a vu qu'on avait mis des relations entre les différentes tables. Juste un petit peu de vocabulaire. On va parler de clés étrangères. En anglais foreign key, vous avez souvent l'acronyme FK qui traîne dans les bases de données. Et elles permettent, et c'est justement là la limite qu'on avait entre les deux niveaux de normalisation, elles permettent vraiment de donner du sens à un lien entre deux tables. Entre la table contact et la table adresse, c'est bien le lien qui donne l'adresse où se trouve ce contact. Mais par contre, techniquement, que je mette des foreign keys ou pas entre mes tables, ça ne change rien pour mon requêtage. Alors, pour le requêtage, en effet, les foreign keys ou les liaisons qu'on va mettre entre les tables ne sont pas un critère obligatoire. Là, si on casse les foreign keys dans le schéma, les requêtes fonctionnent toujours. Pourquoi? Parce que c'est basé sur des comparaisons d'ID. Mais néanmoins, pourquoi on va mettre justement ces fameuses relations dans une base de données? Encore une fois, si on revient sur nos premières préoccupations, on parle vraiment d'intégrité de données, de cohérence de données. C'est vraiment l'objectif qu'on a d'avoir choisi une base de données. Et les relations vont nous permettre de garantir cette intégrité, vont nous permettre de nous garantir que quand j'ai une vente, j'ai bien un client associé, ou j'ai bien un produit, parce qu'à la rigueur, ne pas avoir le client tant qu'on a le cash, ça peut aller, mais ne pas savoir quel produit on a vendu, c'est un peu embêtant pour la livraison. Ça permet notamment d'éviter des données mortes. On entend souvent ce terme-là, les données mortes. Oui, par exemple, je vais supprimer un produit. Qu'est-ce qu'il advient de toutes les ventes qu'il y a eu sur ce produit-là? Donc on a des ventes qui vont pointer sur le produit numéro 452. Et le problème, c'est que le produit 452, on ne sait plus ce que c'est. Donc elles vont nous permettre de donner un sens et de donner des contraintes. Encore une fois, on parle bien de contraintes sur ça. Et le dernier point, qui peut paraître anodin parce qu'il n'est pas très technique, mais ça permet aussi de documenter un schéma. Évidemment, dans les démos que tu as fait, dans les schémas que tu nous as montrés, les petits traits nous permettent de mieux comprendre et de mieux lire quand on doit reprendre la modélisation de quelqu'un. Ça donne du sens au schéma, donc c'est peut-être anodin, mais ça permet de documenter. Et je devrais le rajouter, mais en le barrant, c'est les performances. La foreign key en elle-même n'apporte pas de performance. Ça fait partie des mythes qu'on peut trouver dans SQL Server. Le fait de mettre une foreign key ne va pas vous apporter d'accélération ou de performance dans votre requêtage. Ça va juste apporter une contrainte. Donc ça va même plutôt faire le contraire, puisqu'il va falloir vérifier la contrainte à chaque modification de données, mais ça n'apporte pas de performance. Donc ça, c'est une idée reçue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre. C'est bien de mettre des contraintes dans vos bases de données, mais ce n'est pas ça qui va vous apporter la performance. Alors, en mettre ou pas, il y a un grand débat qui existe même au sein des spécialistes de bases de données. J'introduis deux mots-clés, OLTP et OLAP. Dans les systèmes de bases de données, on a deux mondes.
OLTP, Online Transactional Processing, donc vraiment on parle des données de vos applicatifs, hein. Vous êtes en train de commander sur un site de e-commerce, vous êtes en train de rentrer une facture dans votre, dans votre ERP, vous êtes derrière sur un OLTP. OLAP, pour Analytical Processing, on est vraiment dans le reporting d'informations, l'analyse de données. Donc là, on est dans la loi des grands nombres. Hein. Imaginez l'analyse des tickets de caisse d'un grand distributeur à travers le monde. C'est des milliards de lignes dont on parle. Donc évidemment, on travaille différemment. C'est deux en fait philosophies de modélisation. Hein, ça complète bien notre sujet sur la modélisation. C'est deux philosophies de modélisation parce qu'elles ont deux buts différents. Dans l'un, on va être sur l'aspect transactionnel, dans l'autre, on va être sur l'aspect d'agrégation de données. Et en effet, si vous discutez avec des experts de la BI, vous verrez que le sujet n'est pas arrêté. En BI, on vous dit souvent qu'il ne faut pas mettre de foreign key. Surtout pas, on n'en met jamais. Alors qu'en OLTP, je viens de vous dire que je vous recommande chaudement de mettre des foreign keys parce que ça apporte des contraintes et ça valide votre intégrité. L'idée, c'est pas d'avoir le débat ici. Si vous êtes intéressé, on pourra en discuter après. Mais voilà, sachez qu'il y a un grand débat sur pour ou contre les foreign keys. Évidemment, vaut mieux en mettre parce que ça assure de l'intégrité sur vos données. Pour terminer sur la modélisation, où est-ce qu'on peut modéliser parce que bon, c'est bien beau, je dois faire un modèle, mais je ne sais pas trop comment faire. On a différents outils. Visio est un outil qui permet de modéliser des bases de données. Alors, vous avez tout un tas d'outils tiers. Hein. Je suis resté chez l'éditeur Microsoft. Vous avez Visual Studio qui permet de faire de la modélisation de bases de données. Et vous avez Management Studio, hein, c'est l'outil qui a été utilisé par Hugues pour pouvoir faire ça. Un petit point sur, tu avais aussi une interrogation sur le Code First, je crois. Oui, alors en ce qui concerne les outils, les frameworks de mapping objet relationnel, tous ceux qui partent du principe qu'on n'est pas forcément obligé d'écrire, on peut modéliser en objet son application et générer sa base derrière. Je voulais savoir quelle est la pertinence d'utiliser ce type d'outil. Alors en effet, Code First, alors je vais... Tout de suite, on ne va pas faire le débat sur savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. On va juste essayer d'en parler un petit peu. Le Code First, en effet, c'est encore une fois un buzzword qu'on a actuellement, dans lequel on se dit bon, évidemment, je fais mon modèle objet. Donc principalement, on peut prendre un exemple, un modèle sur Entity. Hein, donc le développeur fait un modèle sans savoir, donc la fameuse abstraction dont je parlais tout à l'heure, sans savoir derrière si ça va être une base de données, quel type de base de données. Et derrière, je schématise, parce que je sais pas du tout si c'est le nom de cette fonction, mais je fais mon modèle.generate et ça va me générer tout dans la base de données. Et à vrai dire, savoir qu'il y a des tables, des relations, etc., je m'en fiche complètement. Alors, moi, le regard que j'ai par rapport à ça, c'est est-ce que ça vaut le coup de se dire, parce que là, votre base, elle est créée une seule fois. Hein, vous amusez pas à la recréer à chaque fois que votre application, elle redémarre. Qu'est-ce que vous faites des données que l'utilisateur a saisies il y a 5 minutes, il y a 1 heure, il y a 2 jours, etc. Donc la base de données, elle est bien créée une fois. Donc, avoir cette fonctionnalité et de se dire qu'à chaque fois que ça démarre, si la base n'existe pas, je vais la créer, ça va vous faire gagner dans la vie de l'application, allez, 30 secondes sur le truc, sur l'ensemble du cycle. Donc, en fait, le gain est très minime par rapport à la durée de vie qu'on peut avoir, parce que derrière, vous allez devoir gérer des problématiques de mise à jour de vos schémas, de mise à jour de vos données, etc. Donc, c'est pour ça que le Code First est quelque chose d'assez intéressant, puisqu'il permet de se focaliser sur l'objet, sur le métier, mais qui va un petit peu en contradiction avec une modélisation purement orientée base de données, dans laquelle on va penser vraiment aux problématiques de base de données, spécifiques base de données. Quelques bonnes pratiques, mis un peu en vrac, je crois que j'en ai pas mis beaucoup plus que d'une. Le bon choix des types. Alors ça c'est pareil, très souvent, trop souvent, dans les modèles, on voit des choix de type qui ne sont pas forcément justifiés. On va prendre un exemple. On a une table sur laquelle je stocke des gens. Un ID, son nom, sa date de naissance, et puis 2 clés étrangères qui pointent sur, je sais pas, son adresse par exemple, ou autre chose. Les types qu'on trouve, on va se dire, bon, allez, je vais prendre un big int, je vais prendre du nvarchar, un datetime et 2 GUID pour faire ça. On va faire un petit calcul. Parce que les chiffres que vous avez en dessous, c'est le nombre d'octets pris par chaque élément dedans. Donc évidemment, pour le nvarchar, j'ai considéré que à chaque fois, ils étaient pleins et qu'il y avait vraiment 20 caractères dedans. On voit qu'on arrive à 88 octets par ligne. Encore une fois, pensez volume. Demain, vous en avez 10 millions des clients sur lesquels vous devez stocker ces informations-là. Vous arrivez tout de suite à 880 mégas, juste pour stocker ces informations. Maintenant, moi, je n'aurais pas choisi ces types-là. J'aurais choisi int varchar date int int. Je refais le même calcul. J'arrive à 35 octets par ligne.
Mine de rien, j'ai gagné 60% d'espace disque. Alors, on pourrait se dire, oui, maintenant, l'espace disque, on est dans l'ère du big data, on s'en fiche un peu. Alors, la différence entre 300 mégas et 800, oui, c'est ça, 300 mégas, il ne faut pas que je parle en gigas, alors que c'est des mégas. 300 mégas et 800 gigas, c'est pas grand-chose. Mais si, c'est important, parce qu'il va bien falloir les lire, si jamais vous devez aller faire vos clients. Et un truc tout bête, n'importe quel algo, s'il doit lire 10 éléments ou s'il doit lire 10 000 éléments, vous doutez bien qu'il n'a pas la même performance qu'on peut avoir. Alors, justement, au sujet des types, Jean-Pierre, on parlait tout à l'heure du code first. Dans les outils type Entity Framework de mapping objet relationnel, moi, j'ai pas forcément, en tant que développeur objet, la connaissance des types SQL. Et c'est assez pratique, les outils de code first, parce que ça m'évite de les connaître, puisque ça me génère, à partir de mon modèle objet, mes types et mes tables SQL. Alors, c'est justement ça, un peu la mauvaise pratique, c'est que... Donc ça me masque ça, en fait. Comment ? Tout cela m'est masqué en fait, donc je ne Complètement. maîtrise pas vraiment mes pages. Complètement. En effet, quand on est dans le développement, la différence entre un varchar et un varchar, vous posez peut-être cette question. En effet, ça milite pour l'importance de connaître les langages SQL et de connaître les spécificités d'une base de données. Pourquoi ? Parce que déjà, rien que le système de type n'est pas le même. On a vu que la modélisation n'est pas la même, le système de type n'est pas le même. Donc c'est important de connaître tout ça. Pourquoi ? Pour faire les bons choix. Alors je te rassure, c'est pas si masqué que ça, parce que dans un modèle Entity Framework, on peut aller lui donner le vrai type qu'on veut derrière dans la modélisation. Mais en effet, si on n'y fait pas attention, il va nous choisir, par exemple, il nous choisit par défaut des n-varchar. Voilà. Donc est-ce qu'on a besoin de ça ? Ou sur des types datetime, il va nous choisir un type datetime au lieu d'un type date. Donc les questions à se poser, c'est de se dire, quand on est en train de faire sa modélisation, alors je vais prendre l'exemple du BigInt à chaque fois, les gens me disent, ouais, mais j'ai beaucoup de clients quand même, donc je vais prendre un BigInt. BigInt, c'est 2 exposants 64. Donc vous arrivez à plusieurs milliers de milliards de clients. Alors à moins d'attaquer l'ensemble du cosmos ou d'autres systèmes solaires, avant d'en arriver au bout, vous avez un petit peu de marge. Et je prends toujours un autre exemple. J'ai travaillé pendant quelques années dans une boîte où on envoyait des messages sur les mobiles, des SMS, et on était à 2 millions par jour. Bon, faites le calcul, un int normal, ça va juste de moins 4 milliards à plus 4 milliards, donc en gros 8 milliards. Vous faites le calcul, je ne l'ai pas fait là, donc je ne vais pas m'y risquer, parce que je vais certainement dire n'importe quoi. Vous faites le calcul, 2 millions par jour, avant que vous remplissiez le int, donc en gros que votre table soit remplie, que vous ayez vos 8 milliards d'enregistrements, en gros il fallait plusieurs dizaines d'années. Et bon, on s'est dit, dans 10 ans, on aura certainement refait l'application 2-3 fois, on aura fait de l'archivage, etc. Donc on a fait un choix d'int qui, mine de rien, nous a fait gagner 4 octets par ligne. Et 4 octets dans les éléments. Un petit mot sur le requêtage. Je vais peut-être revenir, une petite remarque quand même sur ça. Pensez aussi volume à chaque fois quand vous travaillez. Je vous ai dit, l'objectif, c'est que vos tables se remplissent, c'est que vous ayez des clients, c'est que vous ayez des commandes, c'est que vous ayez ça. Pensez toujours volume. Alors évidemment, l'idée, c'est pas forcément de tirer les chiffres et de se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer dans ma table quand j'aurai 10 milliards d'enregistrements. Mais c'est important de penser et d'avoir cette petite règle de calcul qui va nous donner notre métrique, qui va faire un peu de projection sur l'avenir et sur notre base de données. Comment tu fais pour... tu prends des chiffres comme ça, 10 millions, 10 milliards de lignes. Non, globalement, quand on parle avec un utilisateur métier, souvent il connaît sa métrique, il sait où il va. Si on est sur une start-up ou une nouvelle entreprise, elle a un business plan. C'est simple, ça vous donne des bonnes métriques. Si la personne vous dit, et je connais pas un seul business plan, je l'ai dit tout à l'heure, mais où la personne dit, non, je vais m'arrêter vers 10 clients. Non, c'est année numéro 1, 1 million de clients, année numéro 2, 2 millions de clients, etc. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle du capacity planning, c'est un nom, donc ça sert à plein de choses, et notamment ça sert aussi à un truc tout bête, à bien sizer son IT et ses disques, puisque si vous prévoyez d'avoir énormément de commandes, évitez de choisir un petit disque de 100 gigas, prévoyez un peu plus large pour ça. Donc on a notre modèle, donc on a choisi notre base de données, on a réussi à modéliser son application, donc par exemple notre application de contact, on a normalisé ou dénormalisé, on a trouvé le bon niveau qui va bien avec notre code. Maintenant il faut requêter les données. Donc l'idée, c'était de parler un petit peu du requêtage et quelles sont les spécificités qu'on a dans les bases de données sur le requêtage. La première chose, c'était d'expliquer que entre un DBA et un développeur, il y a un réel paradigme entre les deux, puisque les deux réfléchissent un petit peu différemment. À gauche,
vous avez du code.NET, hein, c'est du code C#, et à droite, vous avez du code SQL. Sur le premier, on est sur ce qu'on appelle du row by row, du row processing mode. Donc en fait, on va réfléchir en disant, bon bah c'est simple, j'ai une collection, j'ai un tableau, je vais itérer dessus pour vérifier des éléments, faire des actions sur mes éléments, enregistrer, etc. Donc on est vraiment dans une logique où on va aller chercher les éléments un par un. En SQL, on est dans à chaque fois ce qu'on appelle du set-based processing, donc de la logique ensembliste, où l'objectif c'est on définit sur quoi on travaille, on définit un set sur lequel on travaille, et ensuite on fait son action, que ce soit de l'update ou du select. Là vous avez un update, donc tout simplement, hein, si je le traduis en langage courant, c'est je vais tout simplement mettre la valeur 1 pour toutes les lignes qui ont dans la colonne B la valeur val. Hein. Donc une logique ensembliste. Alors après, l'idée c'est pas de faire la compétition entre le nombre de lignes qu'on a d'un côté et le nombre de lignes de l'autre, parce que évidemment, je sais que côté dev, on a tout un tas d'outils type Link qui nous permettent de réfléchir dans un mode ensembliste, mais dans du code.NET et en travaillant sur des collections ou sur des tableaux. Donc c'était important de pointer ça. Après, le langage SQL, je ne vais pas vous faire un cours d'SQL, c'est des mots-clés spécifiques. On n'est pas du tout dans du code.NET, ça n'a rien à voir, on requête vraiment différemment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même paradigme. Hein. C'est pas juste qu'ils se sont amusés à se dire, tiens, on va réinventer un langage. C'est vraiment deux choses différentes. Requêter des données ne se fait pas de la même façon que d'appeler un modèle objet où on navigue un petit peu dans le modèle. Ces opérateurs, ces mots-clés, vont être transformés en opérations physiques. Je vous ai dit, dans une base de données, on a le modèle, le processing, donc on va traiter nos requêtes. Derrière, on va sur le moteur de stockage. Donc on traduit en fait ce select en opération physique pour aller lire les informations sur le disque. C'est ce qu'on appelle, c'est pareil, ça pique les yeux, un plan d'exécution qui va nous permettre, je ne vais pas vous faire la description de ce que c'est des opérateurs, etc. On n'est pas dans un cours sur les plans d'exécution, sur les performances SQL. Mais l'idée, c'est que mon langage, ma requête select, donc là j'ai une requête select toute bête, va être utilisée et transformée en opérateurs physiques qui vont être donc un arbre d'exécution. On appelle ça un plan d'exécution, mais c'est sous forme d'un arbre qui va être exécuté et sur lequel les opérations vont se faire sur le disque pour aller chercher les données. Comment ça marche tout ça ? Et où je veux en venir. Comment ça marche déjà? La première chose, quand vous soumettez une requête SQL, elle est parsée par le moteur. Ensuite, elle va être bindée sur les fameux opérateurs physiques dont je vous parlais. Donc exemple, je veux faire un select de mes contacts, quelque part je vais avoir un opérateur physique qui me dit je vais aller lire la table contact et faire des éléments. Vous dites que vous voulez uniquement les contacts qui s'appellent Hugues Moore, il va y avoir un filter, donc une opération physique, d'aller chercher uniquement ça. Ensuite, on a une phase d'optimisation. En effet, c'est très important dans une base de données. Comment on peut garantir des performances quand on traite 600 teraoctets de données comme SQL Server? Comment, et avec des milliers de requêtes en parallèle par seconde, comment on peut garantir les performances? Tout simplement en optimisant chaque requête. Qu'est-ce que fait cet optimiseur? On ne va pas rentrer dans le détail là, mais il va en fait identifier des patterns dans ces fameux opérateurs physiques. Il va tout simplement faire de la réduction, comme on peut trouver dans du code dans un compilateur .NET. Et à la fin, tout simplement, il va exécuter, donc il a un arbre d'exécution optimisé, il va tout simplement l'exécuter pour pouvoir vous ramener le résultat. Et tout ça, j'ai pris un peu d'avance en parlant de compilation, en effet, même en SQL Server, on a de la compilation. Quand vous faites du code .NET, en effet, vous avez le compilateur qui transforme votre langage, le fameux for qu'on a vu tout à l'heure, qui va le transformer en code machine. Dedans, il y a aussi un optimiseur qui identifie des patterns et qui va optimiser et transformer un petit peu votre code pour qu'il soit tout le temps performant. SQL Server fait pareil. Pourquoi il y a la compilation? Tout simplement pour se dire, si demain j'ai la même requête qui arrive, avec les mêmes tables qui sont requêtées, les mêmes filtres, pourquoi je m'embêterai à refaire cette phase de binding, d'optimisation, etc. Je ne vais pas le faire 50 fois, je vais tout simplement compiler une bonne fois pour toute la requête pour la rejouer après. Donc la requête est compilée. Elle n'est pas mise en cache. Encore une autre idée reçue, il n'y a pas de cache en SQL Server, on parle de buffer, mais la requête est bien compilée. Alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'une requête donne un plan d'exécution? Alors j'ai une petite démo pour montrer que je peux avoir deux requêtes qui vont nous donner le même plan d'exécution. Et après on verra qu'on peut très bien aussi avoir deux requêtes, une requête qui donne deux plans d'exécution différents. Hop. Avec la souris, c'est mieux. Il n'y a pas de souris. Donc,
l'idée n'est pas de regarder ce que fait vraiment la requête, mais c'est de se dire, je vais récupérer donc en fait mes ventes par territoire. Donc je fais ça et je vais regarder le plan d'exécution. Je pense que c'est celui que je vous ai montré à quelque chose près. Donc sans retenir les opérateurs, vous voyez un petit peu comment ils fonctionnent. On a une grande partie de l'arbre qui est en haut, avec un scan au bout, et on a une petite branche vers la fin. Je vais faire une autre requête, beaucoup plus complexe. Donc vous voyez que j'ai des mots-clés un petit peu plus spécifiques. Au final, je me suis arrangé par le langage SQL à avoir une notation beaucoup plus simple, puisque vous voyez que j'ai changé même les noms des colonnes, etc. Donc je reste bien sur 2006, je suis uniquement sur l'année 2006. Et si là, je regarde le plan d'exécution, vous voyez que c'est exactement le même. Donc j'ai deux requêtes complètement différentes dans l'écriture, j'ai bien le même plan d'exécution. Donc ça vous montre bien qu'il y a un optimiseur qui travaille, qui retord vos requêtes pour trouver le meilleur plan d'exécution là-dessus. C'est ce qu'on appelle la compilation. Maintenant, je vais faire la même requête et on va voir si, en changeant juste un petit élément dans la requête, donc on voit qu'il est capable d'identifier que deux requêtes sont pareilles. Là, vous voyez que je vais tout simplement chercher les ventes des produits de 1 à 1000. Et là, les produits de 1 à 10. On est d'accord, c'est la même requête, je vais chercher les mêmes données, c'est juste ma condition de filtre qui change. Je vais lancer les deux en même temps d'ailleurs. Et on va faire un peu de place. Donc là, j'ai la première. Et vous voyez clairement que les deux plans d'exécution, je ne sais pas si en zoomant, vous voyez bien? Bon, donc je ne zoomerai pas. Donc on voit bien que les deux plans d'exécution sont radicalement différents, alors que c'est exactement la même requête. L'idée n'est pas de philosopher ou de comprendre pourquoi on a ça. L'idée est juste de bien comprendre que derrière, on a tout un moteur, donc les fameuses parsing, binding, optimisation et exécution, qui va travailler l'entrée pour derrière avoir toujours le meilleur résultat de requêtage. Vous voyez que d'un côté, je récupère 10 000 produits, de l'autre, j'en récupère 10. En termes de lecture, en termes de stockage, en termes d'accès aux données, on a vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Et là, c'est l'optimiseur qui a fait le meilleur choix. Alors à ce moment-là, si l'optimiseur travaille pour moi, peu importe comment j'écris ma requête, finalement, j'ai plus trop de problèmes à me poser sur la façon d'écrire mes requêtes SQL en tant que développeur. Alors, en effet, souvent, encore une fois, c'est quelque chose qu'on croise énormément, c'est de se dire, hop, j'étais un peu loin, voilà, désolé, j'ai un peu mélangé les slides. Donc, en effet, c'est de se dire, j'ai un optimiseur, pourquoi je m'embêterais à choisir les bonnes requêtes, etc. En effet, l'optimiseur, s'il y a des gens qui ont fait du SQL Server 2000, voire même avant, l'importance de l'écriture de la requête était primordiale et il fallait avoir des ceintures noires 12e dan pour faire du bon code SQL. Maintenant, en 2008 R2 et en 2012, en effet, on a l'optimiseur qui arrive de plus en plus à simplifier et à améliorer les requêtes. Alors, l'idée, c'est de se dire, pourquoi il n'y a pas une option qui s'appelle with performance égale on? Eh bien, il y a cette option qui permet d'avoir des requêtes entièrement... Non, évidemment, je déconne, il n'y a pas cette option. On a un optimiseur qui va essayer de rendre les performances. Maintenant, ça serait tellement simple de se dire, j'ai qu'à mettre l'option performance et puis ça y est, toutes mes requêtes seront toujours faites. Effectivement, l'optimiseur peut se tromper ou peut ne pas choisir ou ne pas réussir à décider les différents éléments. L'optimiseur produit un plan d'exécution. Donc comment il travaille? Tout simplement, il va se baser sur les éléments qu'il a autour de lui pour pouvoir faire ses choix. Encore une fois, retenez bien, les choix peuvent être pas forcément les bons. C'est pour ça qu'il faut connaître sa base de données et connaître son schéma. Donc, les choix qui vont guider l'optimiseur, c'est le schéma physique de la base, les statistiques qu'on va mettre sur les données, tout simplement le pourcentage de données annules, la densité qu'on a sur une valeur. Est-ce que pour des product ID, j'en ai 1 ou 10 dans mes commandes, ou 100 ou 1000, etc. Donc toutes ces données vont lui permettre en fait de choisir le meilleur plan d'exécution. Dernier point, c'est la parallélisation quand on est sur des systèmes avec du multiprocesseur. Est-ce que c'est fiable? Oui et non. L'optimiseur fait un excellent boulot et en effet, pour la plupart des requêtes, l'optimiseur va vous produire un excellent résultat. Maintenant,
il ne va pas tout résoudre. L'option with performance égale on n'existe pas. L'optimiseur ne va pas tout vous résoudre. Donc c'est pour ça que c'est important d'aider l'optimiseur. Comment on peut faire ça? On parle souvent de complexité cyclomatique. C'est tout simple. Votre algorithme, l'algorithme qui va être derrière utilisé pour aller chercher les données, il a un poids, un coût. C'est simple. Ce poids va être important pour les choix de l'optimiseur. Donc il est important que vous aidiez l'optimiseur à réduire la complexité de votre requête. Et ça, comment on le fait? Tout simplement en connaissant très bien le langage SQL. Et on est d'accord, l'objectif c'est de m'adresser à des développeurs, c'est de se dire, faites-vous aider ou apprenez le SQL parce que c'est un langage spécifique et vous allez avoir besoin de mettre des opérateurs spécifiques ou des mots-clés spécifiques pour aider l'optimiseur à faire bien son boulot. Voilà. L'optimiseur travaille bien, mais aidez-le quand même à travailler encore mieux. Et encore une fois, pensez volume, je l'ai dit tout à l'heure. Juste un petit mot sur l'indexation. Donc, point très important, là vous avez le schéma physique de la base qui rentre en ligne de compte sur les performances. Évidemment, quand on parle de schéma physique de la base, on va parler d'indexation. Alors justement, là-dessus, l'indexation, ça me tient à cœur particulièrement parce qu'en tant que développeur, mon DBA me tape tout le temps sur les doigts parce que j'indexe pas les champs de mes champs de recherche dans mes procédures stockées ou dans mon code SQL. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Moi, personnellement, je m'en fous un peu d'indexer les champs. Ça ne change pas concrètement la façon de récupérer mes données et j'ai pas eu l'impression, moi en tant que développeur sur ma base de dev, que ça nuisait aux performances. D'accord. Alors souvent, oui, sur les bases de dev, on s'en aperçoit pas. Mais en effet, les DBA râlent souvent après les développeurs sur les index. Alors après, à qui incombe la tâche de bien indexer une base de données, le débat reste ouvert. Mais en effet, l'indexation est une des notions clés pour les performances en SQL Server. Pour l'illustrer, on va essayer de prendre un cas pratique. Donc, imaginons l'annuaire d'Île-de-France. Donc vous imaginez le pavé qui arrive. Donc il y a l'ensemble des gens qui résident en Île-de-France avec leur numéro de téléphone. Si je te demande de me trouver Monsieur Dubois à Créteil, tu fais comment? Pas facile, je cherche Créteil, je vais à la page Créteil, ensuite je cherche AD comme Dubois. Voilà, donc en gros, tu as regardé une petite dizaine de pages seulement. Oui. Maintenant, je vais te demander différemment, je vais te demander de me retrouver toutes les personnes qui habitent au 12 rue des Acacias, quelle que soit la ville. Ah oui, là ça va être un peu plus dur, je vais devoir lire toutes les pages. Tu vas devoir lire toutes les pages. Et là, cette métaphore-là, alors j'utilise très souvent, retenez-la bien. C'est vraiment le fondement qu'on a entre quelque chose qui va être indexé et non indexé. En effet, on peut dire qu'un annuaire est indexé sur ville-nom. Pourquoi? Parce que si on nous donne les deux informations, ville et nom, on y arrive directement. Donc on fait ce qu'on appelle un SIC, je vais vous donner les deux mots-clés tout à l'heure. Alors que si on demande 12 rue des Acacias, en effet, je suis obligé de lire toutes les lignes pour vérifier ça. Et donc là, on parle de scan, on est obligé de lire toutes les pages. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez marrant là-dessus, c'est qu'en SQL Server, la notion de lecture sur le disque, on appelle ça des pages. On va lire des pages. Donc souvent, vous pouvez prendre cette analogie et vous dire, c'est simple, la différence entre une requête qui va utiliser un index et une requête qui ne va pas utiliser un index, c'est simple, c'est de vous dire, est-ce que vous êtes obligé de lire l'ensemble de l'annuaire pour trouver votre donnée? Et là, forcément, si je prends l'échelle de temps, dans le premier cas, tu vas faire ça en 2 minutes. En 2 minutes, tu es capable de me retrouver Monsieur Dubois. Pour le deuxième, je vais te laisser à peu près l'après-midi, parce que lire un pavé comme l'annuaire d'Île-de-France, il y a plutôt beaucoup de pages. Donc au final, si j'indexe à peu près tous mes champs, je suis plus embêté, finalement. Je peux dans ma base. Alors, si j'indexe tous mes champs. En effet, on pourrait se dire ça, mais le fait d'indexer tous les champs va conduire à, je vais venir après, je crois qu'il y a un slide dessus, va conduire à de la surindexation. Oui. Alors justement, on va en parler justement, c'est de se dire, ce que nous disait Hugues, en effet, pourquoi pas se dire, je vais créer toutes les combinaisons. Alors essayez de faire le calcul, une table qui a une quarantaine de champs, on est de l'ordre de la factorielle plus la factorielle de n-1, etc., tout ça jusqu'à n. Donc faites le calcul, on arrive vite à plusieurs milliers d'index. Alors ok, je vais multiplier mes annuaires, et donc je vais en avoir tout plein dans la salle, et je vais me dire, dans tous les cas, quelle que soit la requête, je vais pouvoir le faire. Le problème, c'est qu'il y a des effets de bord à tout ça. L'optimiseur, quand il va devoir choisir... si je m'en fiche,
C'est pas grave, je vais remplir ma pièce d'annuaire, mais c'est pas grave, j'ai des terras et des terras de disques durs. Même si la taille n'est pas un souci, on va avoir un problème sur l'optimiseur de requête. Pourquoi? Parce que quand l'optimiseur choisit les opérateurs physiques qu'il va utiliser, donc en gros il choisit quel index il va utiliser. Si vous lui en présentez, donc là on est à plusieurs centaines de milliers d'index, voire même plus, hein, j'ai pas fait le calcul de la factorielle de 40, mais sur tous ces index, en fait, il va perdre du temps à calculer le coût pour chaque index, et finalement choisir le bon index. Donc le problème, c'est que là, on va ralentir complètement la phase d'exécution, parce qu'en fait, pour compiler, il va devoir faire des centaines d'essais pour vérifier quel index il va prendre. Donc en fait, c'est souvent une mauvaise idée. Alors il y a deux autres exemples, mais juste avant, on va juste revenir sur ce qu'est un index, pour bien comprendre pourquoi il ne faut pas surindexer une base de données. Juste en SQL Server, un index, c'est ce qu'on appelle un B-tree. Balancerie, je vous renvoie à vos cours d'algo d'il y a quelques années. C'est un arbre équilibré. Donc l'idée, c'est d'arriver, quelle que soit la valeur, c'est d'arriver à la feuille, à la page de notre arbre, en le même nombre d'opérations de lecture. C'est le fameux Monsieur Dubois à Créteil. Première lecture, Créteil. Deuxième lecture, Monsieur Dubois. J'ai fait 2 lectures, j'ai lu 2 pages pour le faire. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un accès égal à toutes les données de notre base de données. Maintenant, on a 2 types d'index, les clustered et les non-clustered. Clustered, c'est simple, c'est notre annuaire. Il contient toutes les données. Il contient l'indexation de base. Donc par exemple, notre annuaire, c'est ville, nom, plus toutes les données. Hein. Vous avez le numéro de téléphone, l'adresse, etc. Alors que le non-cluster, c'est uniquement l'analogie qu'on pourrait faire, c'est le sommaire ou l'index qu'on a dans un livre. On a juste tout simplement la clé. Donc par exemple, la fameuse rue, on va indexer par rue des Acacias, par la rue. Donc on va avoir rue des Acacias. Et derrière, on va avoir un pointeur sur la deuxième page. Donc vous voyez bien que on a 2 types d'index. Le cluster, il n'y en a qu'un seul par table. Donc déjà, on a une contrainte technique qui nous dit qu'on n'en a qu'un. Donc les données, elles sont ordonnées, l'ensemble des données, d'une seule façon. C'est le cas de notre annuaire. Il est par ville et nom. D'ailleurs, l'ordre de rangement a une énorme importance, puisque si j'inverse ma clé, donc je le classe par le nom et la ville, en effet, si je te demande d'aller à la ville Créteil, tu vas être obligé de regarder tous les gens qui habitent Créteil. Hein, donc on a vraiment un souci de lecture. Donc je vais revenir maintenant sur la surindexation. Vous voyez comment fonctionnent les 2 types d'index. Donc en effet, l'impact sur la taille. Évidemment, imaginez remplir la salle complète d'annuaire, ça prend de l'espace de stocker toutes ces combinaisons, donc d'ordonner ces données sur toutes ces combinaisons. Admettons la taille ne soit pas un problème. Les fameuses combinaisons, le fait d'avoir trop de combinaisons, je le disais tout à l'heure, va influer sur l'optimiseur qui va mettre plus de temps à calculer le bon index qu'il va choisir. Donc lenteur au calcul, lenteur du plan d'exécution. Et le dernier point, qui est presque le plus important, c'est la lenteur aux insertions. En effet, on a le clustered et le non-clustered. Si je change Monsieur Dubois sur mon annuaire principal, on est bien d'accord que je dois le changer dans tous les index qui référencent Monsieur Dubois. Donc je dois aller mettre à jour l'ensemble de mes annuaires. Donc imaginez avoir 10 000 index sur notre annuaire. Chaque fois que vous faites une mise à jour, vous êtes obligé de la faire à plein d'endroits. Et ça entraîne des problèmes aux insertions et aux updates. J'ai mis insertion, mais c'est aussi update et delete. Pourquoi? Parce que, je le rappelle, SQL Server est une base de données qui respecte l'intégrité et la cohérence de vos données. Donc pour faire ça, elle est obligée de faire une transaction et d'aller vérifier qu'elle l'a changé partout. Parce que ce serait dommage quand même que d'avoir d'un côté la donnée mise à jour et de l'autre, bon, c'est pas encore mise à jour, ça va arriver. Là, on est dans le monde du NoSQL et c'est pas ce qu'on veut. Autres éléments qu'on a sur l'indexation, je passerai rapidement là-dessus. Connaissez toujours l'usage réel de votre base de données. Hein, souvent, les gens me disent « Non, mais je suis sûr qu'on recherche par ville-nom ». On fait une trace et en fait, les gens utilisent par nom-ville. Voilà. Des fois, ne soyez pas persuadés de l'usage de la base de données. Pourquoi? Parce que ça va conduire sur les index. Et le dernier point, je ne rentre pas là-dessus, il y a plein de features. En fait, un index, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, j'essaie de le simplifier. Mais les index, c'est beaucoup plus compliqué en SQL Server. Vous avez tout un tas de features qui permettent d'optimiser les index, d'avoir des index encore plus performants et encore plus intelligents que vous devez utiliser pour justement bien indexer votre base de données. On va faire très rapide parce qu'il nous reste très peu de temps.
On va juste passer sur l'accès aux données. Il y a un grand débat qui existe depuis longtemps. Procédure stockée ou code SQL. Et je vais vous donner la réponse. Non, évidemment, je ne vais pas vous la donner. Pourquoi? Parce que les différences, elles ne sont pas liées sur l'un est bien, l'autre est pas bien. Évidemment, les DBA vont plutôt être procédure stockée, les développeurs plutôt SQL. La différence, elle va se faire vraiment sur l'abstraction qu'on veut donner avec une couche d'accès aux données, avec des procédures stockées. On ne donne pas accès direct aux tables, ce qui nous permet une abstraction. Et la sécurité. Souvent, on utilise la couche de procédure stockée pour mettre la sécurité, même si on peut la mettre en dessous. Et vous avez vu que j'ai barré quelque chose, c'est les performances. En effet, depuis, ça a commencé en 2005, il n'y a aucune différence de performance entre une procédure stockée et du code SQL. Dès l'instant où vous utilisez des requêtes paramétrées en ADO.NET, dans votre code. La procédure stockée n'est pas un critère de performance. Alors évidemment, on pourrait débattre et chipoter si au moment de l'optimisation ou de la compilation, il ne gagne pas quelques nanosecondes là-dessus, mais on est sur un débat vraiment très, très spécialisé. Globalement, retenez que les procédures stockées ne sont plus performantes que le code SQL. C'était le cas il y a quelques années, maintenant ça l'est quasiment plus. Voilà. Et après, je vous donne mon avis perso, je préfère les procédures stockées. On va aller vite parce qu'on en a parlé tout à l'heure, des ORM, on en a parlé un petit peu avec le code first. Pareil, c'est une extension du débat. Donc les ORM, tout le monde voit ce que c'est. Object Relational Mapping. Donc c'est les outils de mapping objet relationnel qui vont nous permettre en fait de créer une couche d'accès aux données directement. Donc on a un outil qui nous génère tout, les requêtes on les voit plus, on dit juste que je veux les clients qui aiment le bleu et qui ont acheté une voiture, et paf, ça génère tout derrière, tout ce qui va bien. Alors, les avantages, et là c'est indéniable, je suis un ancien du développement, il y a quelques années je faisais ça, en effet, j'aurai les ORM qu'on a au jour d'aujourd'hui, un exemple Entity Framework, en effet, je pense que j'aurais gagné pas mal de semaines, voire de mois dans ma vie, plutôt que de coder des couches d'accès aux données. En effet, c'est l'avantage indéniable, c'est la rapidité de développement. L'outillage, quand on voit Entity Framework, on a quelque chose qui est très très bien outillé. Donc évidemment, je parle d'Entity Framework, mais tous les autres mappers sont dans le même panier. Il y a énormément d'outillage et c'est très intéressant de voir ça. Surtout, il y a souvent une extension qui permet en fait de dépasser les limites qu'on a là-dessus. Et l'avantage, ça peut être le code first. Maintenant, dans les inconvénients, c'est le manque de souplesse qu'on offre au DBA sur le requêtage et la modélisation. Pourquoi? Parce qu'on remet tout dans un outil qui est contrôlé par les développeurs. Vous avez vu que dans le choix des types, dans la modélisation, dans le choix des contraintes qu'on va mettre, dans le positionnement des index, dans je normalise ou je dénormalise, tous ces choix en fait nécessitent des compétences d'un DBA qui lui est spécialisé sur SQL Server et qui connaît toutes les problématiques de la base de données que ne connaissent pas forcément les développeurs. Un des soucis justement des outils de mapping relationnel, c'est justement qu'on perd l'apport que peut avoir le DBA. Alors je donne toujours un petit exemple. On avait eu le cas où on avait une application qui n'utilisait pas de procédure stockée, où tout était mis dans des DLL embarqués sur l'applicatif. Et le problème, c'est qu'en prod, l'application est un petit peu partie en vrille, et le DBA n'avait aucun moyen d'interagir et de pouvoir aider l'application ou aider son serveur à aller mieux, si ce n'est d'arrêter l'application. Au final, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cette couche d'abstraction. Sur d'autres applications, avec des procédures stockées, il peut intervenir, il peut modifier le code SQL pour aider l'optimiseur, il peut rajouter des index, il peut changer la modélisation, normaliser ou dénormaliser une table. Voilà. Autre inconvénient, le code first, pour ceux qui n'aiment pas la partie code first. Je vous ai mis quelques bonnes pratiques, je ne vais pas rentrer dedans, mais je profite, en fait, j'ai des développeurs en face de moi, pour vous dire, alors, il y aurait plein de choses que je voudrais dire, mais 3 choses qu'on rencontre énormément. Les connexions qui ne sont pas fermées. Ok, on n'arrête pas de nous dire que c'est super simple, il y a des exemples partout, etc. Et pourtant, on trouve énormément d'applications où il n'y a pas de connexion fermée. Voilà, alors ok, on peut faire des using, oui c'est ça, c'est using, pour faire des dispos automatiques, etc. Vérifiez-le. Il ne suffit pas juste de se dire j'ai mis un using, donc ça devrait être bon, vérifiez que les connexions sont bien fermées. L'application name, c'est bien pratique de savoir qui. Donc, quand on a vu dans tout début les contraintes, on a dit qu'il pouvait y avoir plusieurs applications qui accédaient à la même base de données. C'est bien de pouvoir identifier d'où vient la requête. Donc, vous avez dans les chaînes de connexion, l'application name qui permet de faire ça. Et enfin, le dernier point, bannissez le with no lock.
imaginez votre banquier ou le système informatique de votre banque qui se base avec des with-no-lock. With-no-lock, c'est-à-dire qu'en gros, vous retirez tout l'aspect transactionnel de la base de données. Vous revenez au bon vieux système de fichiers. Donc imaginez vos virements, le versement de votre salaire, vos paiements. Imaginez que ça soit fait sans no-lock et qu'il y a un problème sur une transaction. Voilà, vous n'aimerez pas, donc ne le faites pas dans vos propres applications. La sécurité, j'en parle pas. Vous le verrez sur les slides, et parce qu'on va passer un petit peu aux questions. Juste ma conclusion, hein. SQL Server est quelque chose de très spécifique qui nécessite des compétences spécifiques, des contraintes propres. Donc, si jamais, soit vous vous mettez à SQL et vous comprenez ces contraintes et vous en tirez parti. L'autre truc, adoptez un DBA dans votre équipe ou choisissez quelqu'un, à la rigueur vous le punissez, voilà, toi tu vas devenir le DBA. Mais mettez un petit peu de spécialistes SQL dans vos équipes. Pourquoi? Parce que la base de données, c'est pas un langage de développement, c'est pas du code, c'est du code évidemment, mais c'est pas du code objet ou du code row by row comme on a vu tout à l'heure. C'est bien quelque chose de spécifique qui nécessite des compétences spécifiques. Donc si je devais avoir une conclusion, c'est de se dire, n'hésitez pas à vous adjoindre les services de quelqu'un qui est spécialiste de la base de données, parce que quand vous allez monter en charge, quand vous allez complexifier votre application, vous allez être bien content d'avoir quelqu'un qui vous aide sur le modèle, les requêtes, les index, ou tout simplement à administrer votre base de données. Voilà, on va prendre quelques questions.